Hello, oui, je suis ravie de savoir aujourd'hui. Merci pour ton temps. Merci de consacrer du temps pour moi, pour nous, afin que tu puisses nous présenter ton métier. Donc, oui, quel est ton métier? Déjà, merci de m'avoir invitée. Alors, donc, moi, je suis sage-femme. Je suis jeune diplômée. Ça fait tout juste quelques mois là, que j'ai eu mon diplôme en fin d'année 2022. Donc voilà, je suis une jeune sage-femme. Merci. Pour un peu présenter mon métier brièvement, en fait, le métier de sage-femme, c'est un métier qui consiste à s'occuper des femmes. En soi, la sage-femme, c'est pas forcément une femme, elle peut être une femme, elle peut être un homme, ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas défini que pour les femmes, même si elles ont femmes dedans, mais en fait, sage-femme, ça veut dire la sagesse sur le corps des femmes. Et c'est pas en rapport avec le fait que nous, en tant que soignants, soient des femmes. Et en fait, on accompagne les femmes, que ce soit des femmes qui sont pas enceintes pour leur suivi de gynécologique, que ce soit pour prescrire leur contraception, pour les suivre de manière générale. Ensuite, après, on peut suivre les femmes pendant leur grossesse. Donc, pendant la grossesse, on va aller voir tous les mois, s'assurer que la grossesse, elle se passe bien, que elle et le bébé vont bien. Donc, ensuite, à domicile. Ça peut être à domicile. Les sages-femmes libérales, elles peuvent aller à domicile, et sinon, ça peut se faire aussi à l'hôpital par des consultations à l'hôpital. Ça peut être en cabinet pour les sages-femmes qui ont leur propre cabinet. Et ensuite, après, on est aussi amené à pratiquer les accouchements. Donc ça se fait strictement que à l'hôpital. Et par la suite, une fois que les femmes elles ont accouché, on est aussi amené à les surveiller après l'accouchement, surveiller la mère et le bébé. Les 3 premiers jours, c'est à l'hôpital. Et ensuite, quand elles rentrent chez elles, les sages-femmes qui sont en libéral, elles peuvent aussi aller les voir à la maison, s'assurer que tout va bien. Et elles peuvent, elles aussi, consulter leur sage-femme en cabinet pour faire le suivi. D'accord. Moi, j'ai personnellement, du coup, trois filles, donc j'en profite en tant que maman, j'en profite pour poser une question. J'ai rencontré une sage-femme qui accompagnait aussi les mamans avant l'accouchement à travers des exercices de relaxation. Est-ce que ce sont des choses que tu fais ou que tu comptes faire? Est-ce que c'est une option? Est-ce qu'on n'est pas obligé de le faire? Enfin, comment ça se passe? Oui, ça c'est une compétence que les sages-femmes elles ont. On a été formés pour ça pendant nos études, ce qui s'appelle les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. On est formé à ça, après libre à chacun de le faire ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Il y a plein de manières différentes de faire les cours de préparation. Et comme tu l'as bien dit, en fait, le but c'est de préparer les futures mamans à l'accouchement, à ce qui les attend, etc. Surtout quand c'est la première fois, même quand c'est pour les prochains. Mais donc moi personnellement je n'en fais pas. Après c'est quelque chose que je pense si je suis amenée à en faire dans un exercice libéral par exemple, je prendrai le temps de me former pour pouvoir vraiment bien maîtriser cet aspect-là de notre métier qu'on voit un peu pendant nos études, mais je pense que plus on se forme dedans et mieux on est compétent et plus on peut vraiment apporter aux personnes. D'accord. Donc c'est intéressant, donc finalement ce métier-là, c'est un métier qui peut se renouveler à travers plusieurs formations. C'est ça. Donc c'est un métier, il va falloir se former tout au long de sa carrière, j'ai l'impression. En fait, c'est un métier, on a des bases, on a vraiment beaucoup de compétences. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, beaucoup de gens pensent que c'est un métier qui se consiste juste autour de l'accouchement, de la naissance. Alors qu'en fait, il y a plein de compétences comme je l'ai cité précédemment. Pré-accouchement, post-accouchement. Voilà, c'est ça. Et en fait, si on veut se spécialiser ou mieux se former sur certains points, on peut faire ce qu'on appelle des DU. En fait, c'est des diplômes universitaires. C'est des formations qui peuvent durer 1 an, 2 ans, parfois quelques mois. Et avec ces diplômes-là, en fait, on peut se spécialiser sur des points particuliers. Par exemple, sur l'allaitement. On est formé à l'allaitement, mais on peut faire un DU spécialement pour l'allaitement pour encore plus avoir un savoir encore plus poussé, faire un accompagnement encore plus poussé pour les femmes qui veulent allaiter, qui ont des difficultés, etc. Et on peut se former, voilà, comme je le disais tout à l'heure, sur les cours de préparation à la naissance. On peut faire également un diplôme universitaire d'échographie. Donc les sages-femmes, elles peuvent faire des échographies de grossesse, de suivi. Quand elles ont le diplôme pour ça, elles peuvent le faire. Donc on a une base et après on peut faire des choses selon les appétences, les envies, super, génial. Et justement, est-ce que dans ton métier, ça existe une journée type avec tout ce que tu viens de nous partager? En fait, pour moi, je trouve comme ça, il n'y a pas vraiment de journée type, parce que c'est vrai que c'est très différent, même dans le même service. Les journées, elles se ressemblent jamais. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'apprécie, parce que j'aime pas forcément avoir trop de routine ou faire la même chose tous les jours. Après, on a plein de services différents. Par exemple, à l'hôpital, on peut être dans un service de salle de naissance, qui est du coup, comme son nom l'indique,
le service où les femmes elles viennent et qu'on va suivre jusqu'au moment qu'elles accouchent. Il y a le service de suite de couche qui est en fait un service où les femmes elles sont hospitalisées, où elles ont déjà accouché. Donc déjà selon le service où on est, on ne passe pas le même type de journée. Si je pouvais dire globalement, on va dire la salle de naissance, c'est un service d'urgence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On peut avoir une garde très calme avec une ou deux personnes qui viennent dans la journée. Tout comme on peut avoir une garde où on va avoir une vingtaine de personnes dans la même journée, dont des personnes qui vont venir qu'on va renvoyer chez elles parce qu'en fait finalement tout va bien, des personnes qu'on va garder, des personnes qu'on va hospitaliser parce qu'en fait il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas les renvoyer chez elles, ce serait trop dangereux, mais en même temps on veut les surveiller. Donc en fait en salle de naissance c'est un service, moi je trouve qui est un peu stressant, surtout en tant que jeune diplômée, c'est un service personnellement moi qui me stresse. Mais il y a beaucoup d'adrénaline, donc en fait tant qu'il n'y a pas d'urgence vitale, en vrai c'est quand même très, très intéressant et très formateur. Et les services, on va dire, d'hospitalisation, c'est un peu plus calme. On vient le matin, on a les transmissions avec l'équipe, la contre-équipe, celle qui était de nuit, sinon on est de jour. Ensuite, on fait un tour, on fait le tour, on va voir toutes les patientes, ça prend quand même quasiment toute la matinée. On voit chaque personne une par une, on voit comment elles vont les patientes, comment vont les bébés, si ça se passe bien l'allaitement. On fait un examen clinique, etc. Donc ça prend toute la matinée. Puis après, l'après-midi, c'est tout ce qui est ça peut être les prises de sang, ça peut être voilà, des réunions d'information, les conseils de sortie pour les femmes qui sont amenées à sortir, etc. Donc c'est des journées un peu plus mieux organisées, on sait comment ça va se passer et on a plus de temps justement, comme on est moins dans l'urgence, ce qui est bien en hospitalisation, c'est qu'on a le temps de parler avec les gens, et ça je trouve que c'est intéressant. D'accord. Et durant ta formation, on va revenir sur ton parcours, est-ce que justement on a la possibilité de voir la différence en tant que sage-femme quand on suit les femmes hospitalisées suite à l'accouchement ou avant, ou alors cette expérience-là dans la salle de naissance, est-ce que vous avez cette possibilité de tout découvrir pour pouvoir faire un choix après soit je reste. Est-ce que voilà, on est obligé de faire les deux? Parce que peut-être que ma question voilà, elle n'est pas assez claire. Est-ce que vous devez être capable de gérer les deux, salles de naissance et les hospitalisations? Ou alors on se spécialise? Comment ça se passe? En fait, nous, pendant nos stages, on est formés à tous les services. C'est-à-dire qu'on a des stages en salle de naissance, en suite de couche, en service d'hospitalisation pour les femmes qui ont des grossesses à risque, où il y a un souci qui fait qu'on doit les surveiller. Donc tout ce qui existe dans la palette des compétences, nous on est censé les avoir vues, on est formé pour ça, on fait différents stages pendant les 4 ans d'école. Combien de période de stage à durer? Au total, au fur et à mesure des années, on a une proportion de stages qui est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'au début, on a plus de cours que de stages. On a un ratio, je dirais, de 70%, 30%. 70% en cours, 30% en stage. Puis ensuite, après, ça commence à s'équilibrer. On a un 50-50 au milieu des études et à la fin, on passe vraiment beaucoup plus de temps en stage et un peu moins en cours. La dernière année, en tout cas, on fait vraiment quasiment 8 mois de stage et peut-être 3-4 mois de cours. Sur la dernière année. Donc vraiment c'est assez intense et comme on est souvent sur le terrain, donc en fait on est vraiment préparé au métier à la fin. Sur la dernière année on attend de nous qu'on soit vraiment comme des sages-femmes quasi diplômées, certes on a encore des choses à apprendre, mais on a tellement fait du terrain. Comme des sages-femmes. Des sages-femmes. Après en dernière année quand on n'a pas encore notre diplôme, on va dire on est encore le statut d'étudiante, mais on attend de nous les compétences d'une sage-femme vu qu'on sera bientôt diplômée. On attend nous d'avoir le niveau attendu. D'accord. Justement, on va parler du niveau. Qu'est-ce qui est attendu? Vous êtes noté? Comment ça se passe? Comment on valide son diplôme de sage-femme? Alors, dans les années d'études, on a comme toutes les études supérieures, on a des notes, des partiels, des contrôles continus. Ça, c'est ce qui est, on va dire, le côté classique. Après, sur la partie stage, en fait, nos stages, ils doivent être validés. On n'a pas une note sur 20 ou quoi, mais en fait, on a des appréciations de stage. Donc, nous, quand on va en stage, on a une feuille de stage. On remplit certaines informations, certaines choses. Et pendant notre stage, en fait, les personnes qui vont nous suivre, nos tuteurs, ils vont remplir à chaque fois régulièrement des commentaires de stage. À la fin, en fait, il y a soit notre tuteur principal, soit la cadre du service où on a été en stage qui va du coup valider le stage avec tous les différents commentaires qui ont été mis pour dire voilà, ce stage est validé. Et donc en fait, si on a validé tous nos examens, on a validé nos stages et ensuite en dernière année on a ce qu'on appelle la clinique du diplôme, c'est-à-dire qu'on a une mise en situation où vraiment on est
on doit étudier un dossier d'une patiente, on est dans la maternité de notre école, et on va aller voir la patiente, faire un examen, lui poser des questions, voilà, et il y a du coup deux professeurs qui sont présents pour évaluer en fait nous notre prise en charge. Ensuite, on doit après analyser le dossier, faire un compte rendu un peu oralement pour dire voilà quelle est la prise en charge, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, c'est ça. Et ça va, ça s'est bien passé pour toi? Oui, ça s'est bien passé. C'est très stressant, mais après, voilà, c'est ça qui permet de valider pour avoir le diplôme. D'accord. Du coup, j'en profite, ton parcours avec ces 4 années d'études, qu'est-ce que tu as fait avant? Alors, du coup, moi, j'ai eu un bac à la base ST2S, un bac technologique qui est axé sur santé sociale, enfin, c'était sciences et technologies sanitaires et sociales. Et en fait, par la suite, comme je savais, enfin, arrivé en terminale, c'est là que j'ai un peu changé d'avis sur ce que je voulais faire. À la base, je voulais être infirmière. Puis ensuite, arrivé en terminale, j'ai voulu justement me réorienter plus dans ce qui était vraiment médical. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le métier de sage-femme, c'est une profession médicale et non pas paramédicale. En fait, paramédical, c'est un peu en dessous du médical, je ne saurais pas comment l'expliquer, c'est plus des compétences techniques annexes, or que le médical, en fait, les professions médicales vont avoir le droit de prescrire, le droit de prendre des décisions et de poser des diagnostics. Donc, globalement, c'est un peu ça. Et donc, je savais qu'avec le bac que j'avais pas forcément le niveau pour faire la première année de médecine. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une année de prépa, comme une remise à niveau, pour avoir le même niveau que les personnes qui font un bac S. À l'époque, maintenant, ça a changé, mais le bac S, c'était le bac scientifique. Donc, moi, j'avais pas forcément ce niveau-là. J'ai fait 1 an de remise à niveau et ensuite, je suis allée faire la première année de médecine, qui est en fait un concours où, en fait, il y a la filière médecine, pharmacie, dentaire pour être dentiste, et la filière maïeutique qui est en fait le nom technique pour dire sage-femme. Donc j'ai fait cette année-là, c'est un concours qui est très difficile. Dieu merci, je l'ai vu du premier coup, parce que c'est un concours que souvent on obtient qu'au bout de 2 ans, tellement il est difficile. Et donc par la suite, après j'ai fait mes 4 années vraiment en école de sage-femme, où du coup pendant 4 ans on était vraiment axé directement sur notre métier, on apprenait directement ce métier-là, donc ça c'était aussi un point positif, contrairement aux études de médecine où on apprend beaucoup de généralités avant de se spécialiser. Nous, on est directement dans notre spécialité. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le contact avec les gens, avec les patientes, de pouvoir être présente dans un moment important de leur vie et de pouvoir les suivre tout au long. Après, moi j'aime beaucoup les bébés, même si finalement on ne fait pas que ça, finalement on voit très peu les bébés, mais moi c'est quelque chose, en tout cas, c'est toujours à chaque fois ça m'émeut, ça me touche de pouvoir assister à ces moments-là et finalement après plusieurs heures, plusieurs longs mois, voir en fait la concrétisation sous nos yeux et puis voilà, simplement pouvoir être auprès des femmes et en apprendre à chaque fois on voit des femmes tellement différentes qu'en fait on en apprend, même au-delà du médical, on en apprend sur plein de choses, sur la vie, et ça c'est... Personnellement, c'est riche et professionnellement agréable. Tout à fait, c'est ça. D'accord. D'après toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier-là? Si tu as face à toi des jeunes garçons, des jeunes filles qui aimeraient pratiquer le même métier que toi et qui hésitent encore aujourd'hui, quelles seraient leurs qualités, les qualités nécessaires, au-delà des compétences, parce que j'imagine les compétences techniques que tu as dû développer, acquérir durant ces 4 années, mais les qualités intrinsèques qu'on a, voilà, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme qualité pour faire ce métier-là? Ouais, je dirais surtout d'avoir vraiment d'aimer le contact humain et d'avoir beaucoup d'empathie et de bienveillance, parce que c'est un métier qui est finalement des fois assez difficile, on a des situations qui ne sont pas toujours très heureuses, et vraiment avoir de l'empathie, ça aide beaucoup, d'avoir de la douceur dans la manière d'expliquer les choses, de parler. Que dirais de plus? En fait, c'est surtout ça, c'est vraiment des qualités humaines, d'avoir beaucoup de courage, je dirais. Aussi. Parce que quand tu dis douceur, empathie, ça c'est des choses qu'on me dit pour moi, mais je ne suis pas capable de faire ton métier. Pas du tout. Donc le courage avec un grand C, oui, je rajouterais. Du courage, de la force aussi. Mais ça, je pense que ça s'acquiert ça s'acquiert au fur et à mesure de la formation. Parce que moi, je ne trouvais pas forcément que j'étais une personne très robuste, en tout cas, surtout face à des situations émotionnellement difficiles. Et en fait, à force
d'être dedans, comme on fait beaucoup de stages, on est beaucoup sur le terrain et qu'en plus on est encadré par d'autres personnes, donc on voit comment eux ils réagissent. Donc ça nous permet de mieux appréhender les choses et de mieux gérer nous-mêmes nos propres émotions. Parce que c'est pas évident au début. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné au début. Je me disais, mais ça va être difficile, j'arriverai jamais à avoir les forces et les épaules. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, j'arrive à trouver cette force-là. Parce que j'ai pu apprendre et pratiquer au fur et à mesure. Gestion des émotions, gestion du stress également, j'imagine. Et une bonne mémoire, non? La mémoire, je pense que... comme dans tous les domaines, hein, les études supérieures, mais surtout dans le domaine médical, effectivement, on a... Parce que sincèrement, quand... bon, je veux pas faire de différence entre les métiers, parce que tous les métiers sont nécessaires. Mais moi, personnellement, dans cette vie en ressources humaines ou en ressources internationales, au bout d'un moment, en fait, quand tu connais un logiciel, tu deviens un petit peu un robot et tu fais des choses assez... facilement. Alors que là, on n'est pas face à un logiciel, on est face à des femmes. Chaque femme est différente. Chaque femme va avoir une façon différente de gérer son stress ou l'émotion, où il va y avoir une situation difficile, l'enfant n'est pas placé correctement. Enfin, il faut avoir une capacité aussi, je pense, une réactivité, une mémoire très très forte, parce que voilà, il faut se souvenir de chaque technique, chaque positionnement, comment je vais me positionner. Enfin, je trouve que, voilà, c'est pour ça que je parlais du mot courage et force et gestion, parce que, voilà, on n'est pas face à un objet, on est face à un humain. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis qu'au-delà des compétences techniques, etc., je pense que psychologiquement, il faut être très très fort. Oui, effectivement, moi je trouve que c'est aussi une des difficultés du métier, c'est justement qu'en fait on a vraiment des personnes en face de nous et qu'on a un peu leur vie entre nos mains, même si c'est assez gros de dire ça, mais finalement, en tout cas, c'est le stress personnellement qui nous... Enfin, c'est une des choses qui peut être assez stressante, c'est de se dire que voilà, une décision qui serait prise assez rapidement ou voilà, un manque d'attention, ça peut être vite avoir des conséquences assez importantes. Donc du coup, ça met beaucoup de pression. Et du coup, en fait, c'est un métier où on attend énormément de rigueur. Vraiment, c'est un métier où, pendant nos études, vraiment, ils sont intransigeants sur ça. Nos professeurs ou nos tuteurs de stage, c'est quelque chose quand on est étudiant, des fois on a du mal à comprendre, on se dit mais pourquoi ils sont aussi pointilleux? Et en fait, c'est parce qu'une fois qu'on est diplômé, en fait, on se doit vraiment d'être carré dans ce qu'on fait, en tout cas le plus possible. Après, nul n'est parfait, tout le monde fait des erreurs et on est des êtres humains après tout. Mais c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup d'attentes sur ça, parce qu'en fait, on n'est pas face à des objets, on est vraiment face à des personnes et ça a des conséquences sur leur vie, et sur plein de choses. Donc, c'est pour ça que je faisais le rapport avec moi où j'ai des lignes Excel, je me trompe de ligne. Ok, j'ai commandé, je dis n'importe quoi, j'ai commandé 50 packs de coca au lieu de 5. La livraison va arriver, mince alors, en fait, je me suis trompée de chiffre, j'ai mis un 0 en trop. Bon, j'ai fait une erreur. Mais ça reste, gérable. J'ai fait une erreur. Mais là, on gère de l'humain. Donc, c'est une responsabilité qui est beaucoup plus grande. Comme tu disais, voilà, on a des vies entre nos mains. Donc, je comprends parfaitement que les professeurs ont été complètement très, très stricts. Parce qu'il faut absolument être hyper rigoureux. Et j'avais une question par rapport à votre lien, donc sage-femme avec les médecins, la partie chirurgien, obstétrique. Comment on passe le relais, comment vous travaillez ensemble? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les sages-femmes, elles ont des compétences pour s'occuper des patients, que ce soit le suivi de grossesse, l'accouchement, ce qu'on appelle le postpartum, donc une fois qu'elles ont accouché. Si tout va bien, c'est-à-dire quand tout est physiologique, le mot physiologique c'est pour dire qu'il n'y a pas de souci, tout se passe naturellement et correctement. On est aussi un peu on est formé en fait à détecter quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire quand il y a une maladie, quand il y a un problème. Donc là c'est ce qu'on appelle ce qui est pathologique. Donc nous dès qu'on diagnostique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à ce moment-là on réadresse. On envoie les patients vers le médecin, que ce soit pendant le suivi de la grossesse ou au moment de l'accouchement, où voilà, on voit qu'il y a un problème, soit sur le rythme cardiaque du bébé, soit sur l'accouchement, il y a quelque chose qui ne nous paraît pas normal. Là, voilà, on appelle, le médecin, il est toujours le gynécologue obstétricien, donc c'est les médecins qui sont justement spécialisés
dans ce domaine-là, on les appelle, ils viennent, ils prennent le relais, ou ils viennent voir, donner leur avis. Si par exemple on a un doute, on appelle le médecin, voilà, j'ai un doute sur le rythme du cœur de ce bébé, ça me paraît un peu douteux, et que là le médecin vient, il donne son avis, et il va dire, ah voilà, par exemple, là il y a vraiment un souci, on va prendre telle décision. Et en fait, les grosses décisions, c'est les médecins qui les prennent, supposons la décision d'aller en césarienne, ou la décision voilà, d'utiliser des instruments pour aider à l'accouchement, enfin ce genre de choses. C'est vraiment la décision du médecin. Nous, nos compétences, en tout cas, on gère à 100% tant que tout est physiologique et que tout se passe bien. Sinon, voilà, on fait le relais quand ça dépasse nos compétences. D'accord. Bon, super. Alors, pour finir, si tu as face à toi une fille ou un garçon qui souhaite faire ton métier et qui hésite encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Alors moi, je leur dirais déjà de croire en leurs rêves, de se donner les moyens, de se dire qu'en fait, faire le métier qui nous plaît, c'est pas forcément un chemin facile, ça peut être difficile, les études, les stages, l'intensité, les concours, etc. Mais vraiment, si vous savez que c'est ce métier-là que vous voulez faire et que vous ne voyez pas faire autre chose, vraiment donnez-vous à fond, et vraiment le travail ça paye, c'est pas juste voilà, c'est une citation qui peut être un peu bateau, mais en tout cas moi dans mon cas vraiment malgré que je venais d'une filière au lycée qui n'était pas la filière qu'il faut absolument faire pour faire médecine, j'avais pas forcément le schéma classique, et ça m'a pas empêché de pouvoir arriver là, parce que je voulais vraiment faire ça, et donc j'ai travaillé très dur pour ça, et je pense que vraiment quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Super. Oui, pour finir, est-ce que tu as une citation préférée? Alors, moi, ma citation que j'aime bien sortir souvent, c'est une citation en comorien, qui est Subira ou Janahir. Ça veut dire, avec la patience vient le bonheur ou les bonnes choses. Donc ça, c'est un truc, c'est un peu un mindset que j'ai dans la vie tous les jours, dans tous les domaines, pas forcément les études, mais voilà. La patience paie. Exactement. Merci, Mimi. Okay.